Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer deux notions qu'on confond souvent. Le perfectionnisme et la rigidité. Vous faites le distinguo entre les deux, vous ? Personnellement, j'ai souvent confondu ces deux notions, pouvant reprocher à quelqu'un ou à moi-même un perfectionnisme à l'extrême, ou alors dire de quelqu'un qu'il était rigide, qu'il n'était pas ouvert, qu'il ne changeait pas facilement d'opinion, ou pas du tout même. Peut-être que vous-même vous admirez les personnes perfectionnistes, ou alors, au contraire, peut-être que comme elles sont trop perfectionnistes, rigides, elles vous donnent l'impression d'être fermées, enfermées même, dans un cadre trop strict. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer la frontière entre ces deux attitudes. Peut-être que le perfectionnisme est une qualité, une force, et que la rigidité en est le versant figé, voire souffrant. Dans cet épisode, nous allons regarder tout ça d'un point de vue psychologique. Relier aussi ces notions de perfectionnisme et de rigidité aux blessures de l'âme. Et ensuite, interroger leur lien avec l'ego. Et obligatoirement, si on interroge l'ego, on va interroger aussi cette notion d'humilité. Je vous propose tout d'abord de commencer par le perfectionnisme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le perfectionnisme a longtemps été confondu avec un besoin de tout contrôler. Ou encore, je pensais que c'était une forme de mal-être déguisé, vraiment d'être dans cette notion de contrôle à tout prix. Aujourd'hui, j'ai un point de vue totalement différent. Pour moi, cette vision du perfectionnisme, de vouloir tout contrôler, est vraiment trop réductrice. Ici, on va faire le distinguo entre le perfectionnisme sain, lucide, qui peut être aussi même inspirant, un perfectionnisme conscient, une capacité à se dire « je peux toujours faire mieux », mais sans se juger soi-même, sans être méchant avec soi-même. Et donc le distinguo se fera entre ce perfectionnisme sain et le perfectionnisme qu'on va appeler non sain, qu'on va rapprocher de la rigidité. Pour le perfectionnisme sain, je vais vous prendre quelques exemples. Un professionnel de santé, comme une infirmière, comme moi, peut être perfectionniste dans sa manière de préparer les soins, de suivre le protocole, de poser une perfusion, de faire une prise de sang. Il ne s'agit pas là de se mettre la pression inutilement, mais d'avoir le souci du détail, par respect pour le patient, pour le métier, pour la vie, pour éviter de transmettre des germes, pour travailler dans les bonnes pratiques, avec un protocole vraiment écrit, cadré, parce que suivre ces protocoles permet aux patients une meilleure prise en charge, permet la diminution drastique des infections nosocomiales, par exemple. Pour un artisan, ça peut être passer 1 heure à peaufiner la dernière couche d'un meuble, parce qu'il veut que le bois soit parfait au toucher. Ça, c'est aussi du perfectionnisme sain. C'est pas de l'obsession, c'est de la présence, de la conscience, une envie de beauté et de transmettre le meilleur de soi-même pour le client ensuite qui va venir acheter ce meuble. Dans nos relations, on peut aussi transposer ce perfectionnisme sain. Il peut s'exprimer sous la forme d'attention à l'autre, de vouloir améliorer sa manière de communiquer, d'apprendre à mieux écouter, à mieux dire, pour pas se sentir supérieur, mais pour grandir ensemble dans cette notion d'humilité. Ce type de perfectionnisme est profondément relié à l'éthique personnelle, au respect de soi et au respect des autres. Ça peut être aussi se respecter soi-même, en prenant par exemple soin de son alimentation, soin de sa peau, soin de sa santé. Ce qui rend ce perfectionnisme sain, c'est qu'il ne cherche pas la perfection pour fuir une faille, pour montrer sa supériorité,
ou pour remplir un complexe d'infériorité, mais il cherche à honorer une intention intérieure. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, respecter des protocoles et rendre les choses plus sûres ou plus belles. Un autre point essentiel pour ce perfectionnisme sain, c'est qu'il est ouvert. Ça implique de se remettre en question, d'accepter l'imperfection comme faisant partie du chemin. C'est se dire « je n'ai pas tout compris, je peux progresser, je choisis de le faire avec patience et lucidité ». Dans mon métier d'infirmière, par exemple, c'est remettre en cause les pratiques que j'ai apprises il y a 20 ans. Il y a des protocoles qui ont changé, il y a des façons différentes de faire les pansements. Et en fait, avec ce perfectionnisme, je vais me former, je vais apprendre les nouvelles méthodes et je vais être encore plus efficace. Sans cette notion de perfectionnisme, je pourrais continuer à faire les soins comme je les ai appris il y a 20 ans. Et c'est à ce stade qu'on retrouve la notion d'humilité, qui est, à mon sens, au cœur du perfectionnisme conscient. C'est accepter de ne pas tout savoir, c'est reconnaître ses erreurs sans honte, c'est apprendre à apprendre encore et toujours, se remettre en question. L'humilité ici, c'est pas une soumission, c'est une posture intérieure de curiosité, d'écoute, d'ouverture. J'aime beaucoup pour ma part avoir des étudiants avec moi à former quand je travaille sur mes tournées, parce que eux connaissent les nouvelles pratiques. Et ils peuvent aussi m'apprendre, et moi je leur apprends de l'expérience. Donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Ce perfectionnisme sain, comme je le comprends aujourd'hui, il nous permet d'évoluer sans arrogance, sans jugement, et surtout sans rigidité. Ce qu'on peut dire, c'est que ce perfectionnisme conscient, ce perfectionnisme sain, aspire à l'excellence, mais pas à la domination. Il construit, il ajuste, il transforme, sans vouloir imposer. Il va proposer aux autres, il ne va pas imposer. Et le bémol ici, c'est peut-être l'époque dans laquelle on vit, où tout va vite, où on glorifie souvent la performance au détriment de la profondeur. Ce type de perfectionnisme devient presque un acte de résistance. Choisir de faire bien les choses, même si ça prend du temps. Et ça, je l'ai vécu en tant que remplaçante infirmière dans certaines tournées. Certaines tournées où on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de prendre soin. Et pour moi, c'était très souffrant. Donc j'ai fait le choix de ne plus travailler sur ce type de tournée et de plutôt travailler sur des tournées où j'ai le temps de prendre le soin de mon patient. Même si, évidemment, le salaire à la fin du mois, à la fin de la journée, n'est pas du tout le même. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous ferai peut-être un podcast sur les revenus des infirmiers libéraux, entre les fausses croyances et la réalité. Pour l'instant, je vous propose d'aller voir ce que c'est la rigidité, à l'opposé du perfectionnisme conscient, du perfectionnisme sain. Souvent, et pour ma part pendant très longtemps, j'ai confondu le sérieux ou l'exigence avec la rigidité. Aujourd'hui, j'arrive à faire le distinguo entre les deux. La rigidité, c'est en réalité une posture de fermeture. Elle ne cherche pas à grandir, elle cherche à se protéger. Là où le perfectionnisme ouvert va chercher à s'améliorer, à explorer, à évoluer, la personne rigide s'accroche à ses repères. Elle a besoin de structure, parfois à outrance, et rejette ce qui la déstabilise. On pourrait dire que le perfectionnisme regarde vers l'extérieur pour s'élever, tandis que la rigidité regarde vers l'intérieur pour se rassurer. Dans le monde professionnel, par exemple, une personne rigide peut avoir beaucoup de mal à s'adapter à une nouvelle procédure, à une nouvelle technologie ou à un changement d'organisation. Et elle aura cette phrase « mais ça a toujours été comme ça, pourquoi on devrait changer ?» Sur le moment, ça peut être présenté comme quelque chose de pragmatique, mais en fait, c'est souvent nourri par une peur de perdre le contrôle ou par une blessure de trahison ou d'injustice. On le verra après. Changer pour ces personnes rigides, ça reviendrait à dire que l'ancien n'était pas bon. Et c'est parfois insupportable pour l'ego. Dans le monde professionnel, infirmier
ou médicale ou paramédicale, en général, ça va être oui, mais on a toujours fait comme ça fonctionnait très bien, pourquoi je vais changer ma méthode de pansement? Pourquoi je vais changer ma méthode de perfusion ou de prise de sang? Ou j'ai toujours utilisé tel cathéter pour pouvoir mettre une perfusion, je veux toujours avoir les mêmes et je veux pas aller vers des cathéters sécurisés, par exemple. Dans les relations aussi, cette rigidité, elle peut se manifester par des règles très strictes. On ne dit pas ça, on fait comme ça. Tu dois me répondre de cette manière. Il y a très peu de place pour l'imprévu et pour la communication non violente. Il y a très peu de place pour l'émotion, la vraie, celle qu'on peut exprimer, pour l'authenticité. Dans une relation où la personne va être rigide, elle va chercher à cadrer l'autre, à la faire entrer dans une grille. Faut pas que ça dépasse. Pourquoi? Parce que la souplesse émotionnelle lui fait peur. La souplesse émotionnelle, ça demande de l'adaptabilité, de la vulnérabilité. Et ça, pour une personne rigide, qui ne veut pas s'ouvrir sur le monde, c'est hyper inconfortable. Peut-être que vous pouvez le voir au quotidien dans l'éducation à vos enfants ou autour de vous. Un parent rigide va imposer une discipline extrême, sans négociation possible. C'est comme ça et pas autrement. En fait, ce parent rigide, il va confondre autorité et autoritarisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce parent rigide ne va pas spécialement donner d'explication à son comportement ou à ses demandes. Il va souvent avoir cette phrase « c'est comme ça, point ». Si je te dis que c'est comme ça, tu le fais comme ça et tu poses pas de questions. Ce modèle, il est souvent transmis inconsciemment et il est en lien avec des schémas transgénérationnels la plupart du temps. On perpétue ce qu'on a reçu comme modèle éducationnel, sans le questionner, parce que ça nous a forgé. Et comme ça nous a forgé une personnalité rigide, on reproduit la rigidité. La rigidité, c'est vraiment penser dans une boîte. C'est pas qu'on voit pas les autres options, c'est qu'on refuse de les voir, ou qu'on en a peur. C'est très lié à l'ego, dans son aspect défensif. L'ego ici, il veut pas avoir tort, il veut avoir raison. Et il veut maintenir l'image, l'autorité, le contrôle. Mais cette rigidité, si on la regarde bien, c'est une vraie prison mentale. On se coupe de sa créativité, de la nuance, du lien vivant avec les autres. Et parfois, elle peut être un héritage de blessures non guéries. On va le développer après avec la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Ce qu'on peut voir ici déjà, c'est qu'il y a une réelle différence entre perfectionnisme et rigidité. C'est une différence d'intention et d'ouverture. Le perfectionnisme sain se dit « je peux encore m'améliorer » et le rigide se dit « je ne veux surtout pas changer ». Le perfectionnisme sain, il évolue dans l'ouverture, dans l'humilité, dans la curiosité. La rigidité s'enferme dans la peur, le contrôle, le jugement. L'un apprend, l'autre impose. L'un doute avec conscience, l'autre affirme avec tension. L'un peut inspirer, l'autre peut figer. Et le plus fou, c'est que ces deux notions peuvent avoir l'air très semblables en surface. Et je pense que c'est pour ça que je les ai confondues pendant très longtemps. Mais en réalité, leur énergie intérieure est radicalement différente. On voit très bien qu'entre le perfectionnisme et la rigidité, la frontière est parfois subtile, mais que les deux mouvements intérieurs sont différents. L'un cherche l'élévation, l'autre cherche la protection. L'un est moteur, l'autre devient un frein. Ces deux postures, elles ne sont pas là par hasard. Elles prennent racine dans notre histoire émotionnelle, dans nos blessures profondes. Et ce sont des stratégies d'adaptation, souvent inconscientes, qu'on développe pour survivre, pour être aimé, pour se sentir en sécurité. Et je vous propose d'aller voir tout ça dans les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, comme décrites par Lise Bourbeau, je vous renvoie au podcast qui traite chaque blessure 2 à 2 et la blessure d'humiliation toute seule sur les anciens épisodes si vous avez besoin de revoir les blessures de l'âme. Donc ces blessures de l'âme nous offrent une grille de lecture précieuse pour comprendre ce qui se joue derrière nos comportements. Et j'aime bien faire le lien avec les notions que je vous transmets avec les blessures de l'âme parce que c'est grâce entre guillemets, aux blessures de l'âme qu'on va pouvoir travailler dans notre quotidien. Donc ici, le perfectionnisme et la rigidité, elles peuvent être
deux réactions différentes à une même blessure ou deux manifestations d'histoires intérieures distinctes. Le perfectionnisme, il peut découler de la blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice vécue dans l'enfance quand l'enfant a le sentiment de devoir mériter l'amour ou la reconnaissance. Alors, il met une stratégie en place d'être parfait, performant, irréprochable. Il cherche la justesse, l'équité. Mais s'il évolue, ce perfectionnisme peut devenir une force, un engagement sincère pour faire les choses avec conscience, dans le respect de soi et du monde. Prenons l'exemple d'un adulte qui a souffert d'un parent très exigeant et qui veut devenir perfectionniste pour éviter la critique. Mais avec du travail sur lui, il transforme cette exigence en quête de sens et de qualité. C'est-à-dire, il va transcender l'exigence du parent en devenant perfectionniste pour faire les choses parfaitement, être en quête d'amélioration continue, que ce soit dans ses relations, dans son travail ou dans ce qu'il fait, dans une posture d'ouverture et non plus dans une posture d'avoir peur de se faire reprocher les choses par son parent. Donc une fois qu'on a transcendé ce mécanisme de défense qu'on a mis en place en étant enfant, de devoir être parfait, c'est vraiment une force dans notre quotidien, le perfectionnisme. Une personne perfectionniste, quand elle va faire les choses en disant « je l'ai fait à l'arrache » ou « j'ai fait ça vite fait », ça va toujours être de meilleure qualité, de meilleure intention qu'une personne qui aura fait les choses en se disant « je les ai fait super bien », mais en fait, sans cette notion de perfectionnisme. Donc pour moi, le perfectionnisme, c'est vraiment une force dans le quotidien. Après, à savoir où vous souhaitez le placer. La rigidité, quant à elle, vient souvent en réponse à une blessure de trahison ou d'humiliation. L'enfant, il a été ridiculisé, trahi dans sa confiance, et il va développer une carapace. Il va se dire, en fait, inconsciemment, plus jamais on me fera vaciller, plus jamais on va me trahir. Alors, il se rigidifie dans ses idées, dans ses routines, dans ses relations. Il contrôle, il fige, parce que la fluidité représente un risque, l'évolution, changer les choses. Par exemple, un enfant qui a été moqué pour ses émotions peut devenir très rigide émotionnellement à l'âge adulte. Il va pas s'autoriser à pleurer, à flancher. Il va se couper de sa vulnérabilité, pensant que cette vulnérabilité le protège. Alors, elle le protégeait quand il était enfant, c'était une stratégie efficace, sauf qu'arrivé à l'âge adulte, cette stratégie isole et lui fait potentiellement perdre des relations. Donc encore une fois, on voit que la rigidité enferme, alors que le perfectionnisme ouvre et fait aller vers quelque chose de meilleur, de mieux. Je fais un petit point aussi sur la blessure de rejet qui peut aussi s'exprimer sous forme de rigidité. On refuse, dans la blessure de rejet, on va refuser ce qui est différent, parce que ça rappelle inconsciemment le sentiment d'être mis à l'écart. Alors il est possible qu'une personne marquée par cette blessure de rejet se cramponne à ses idées. Vraiment, jusqu'à l'extrême. Elle va être rigide dans ses pensées, dans ses valeurs, dans ses codes. Et même quand ça devient obsolète, caduque ou douloureux. Elle va se cramponner à ses idées. Encore une fois, dans la blessure de rejet, la rigidité est enfermante. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que nos postures ne sont pas des défauts, mais des langages. Elles nous parlent de nos peurs, de nos besoins, de notre histoire. Et plus on va les observer avec lucidité et compassion, plus on peut les transformer. C'est pas, là je vous propose pas un combat entre le perfectionnisme et le fait d'être rigide. C'est pas ça qui se joue en nous. C'est un appel à réconcilier l'ouverture et la structure, l'ambition et l'acceptation, l'exigence et la douceur. Et pour ça, il faut réussir à faire le distinguo entre rigidité et perfectionnisme. Et pour beaucoup, comme je vous ai dit, pour moi, pendant très longtemps, ces deux dynamiques, elles se mélangent. Et on peut avoir un perfectionnisme sain dans son métier et une rigidité émotionnelle dans ses relations. Ou encore passer de l'un à l'autre selon notre fatigue, notre stress ou les blessures qui sont activées. C'est pas parce qu'on est perfectionniste d'un côté qu'on ne peut pas être rigide de l'autre, et inversement. Le plus important, ça va être de faire le distinguo entre les deux.
de nous observer avec justesse, avec objectivité. C'est ce que je vous propose dans ces podcasts. Pour ça, il y a des questions intéressantes à se poser. Est-ce que je fais telle ou telle chose pour évoluer ou pour contrôler ? Si je suis dans l'ouverture, je suis probablement dans un perfectionnisme constructif, un perfectionnisme sain. Si je suis dans la peur de dévier, dans la résistance au changement, peut-être que c'est ma rigidité qui s'exprime à ce moment-là. Autre question, est-ce que je cherche à bien faire ou est-ce que je cherche à ne pas décevoir ? Quand je vise l'excellence par plaisir ou par engagement, je suis dans une belle exigence. Je suis dans un processus d'amélioration continue de moi-même. Mais si je veux surtout éviter l'échec, éviter de me faire juger ou éviter l'inconfort d'être jugé, alors je suis dans une protection. Et à ce moment-là, je ne suis pas dans l'excellence par plaisir ou par engagement. Je vais aller chercher l'excellence pour ne pas me faire moquer, pour ne pas me faire gronder, pour ne pas me faire juger. Et de cette façon, je ne nourris pas mon intérieur. Autre question, est-ce que j'impose mes standards aux autres ? Le perfectionnisme sain, comme on l'a vu, reste tourné vers soi. Il ne juge pas. Il va proposer. Il va dire aux autres, tu peux faire ça si tu le souhaites. Si tu ne le fais pas, ça te regarde. Mais je ne vais pas te l'imposer. La rigidité, elle veut transformer les autres. Elle veut que les autres fassent comme elle pense. Ça crée des tensions, des conflits, des incompréhensions. On n'est pas dans une communication non violente quand on impose les choses, quand on est dans la rigidité. Et puis, il y a cette boussole qui est notre corps. Notre corps nous parle énormément. Le perfectionnisme conscient, le perfectionnisme sain, il peut être exigeant. Mais dans cette exigence, notre corps est dans une forme d'élan, de vitalité. On a envie d'avancer. On se sent quand même détendu. La rigidité, elle fige. Elle va créer de la tension, du jugement, un ressenti de blocage, d'irritation, des muscles qui vont être tendus. En fait, s'observer, c'est déjà commencer à comprendre les mécanismes qui se jouent en nous. Et c'est déjà commencer à se libérer. Ce que vous pouvez faire, c'est vous demander dans quel domaine de votre vie vous êtes perfectionniste et dans quel autre domaine vous adoptez de la rigidité. Et observez votre corps dans ces moments-là et voir comment vous pouvez glisser de l'un à l'autre. Par exemple, en fonction de votre état émotionnel, en fonction des moments de la journée aussi. Apprendre à vous connaître. Ce que je vous propose, c'est que dans votre vie quotidienne, de plus aller vers le perfectionnisme et de laisser de côté la rigidité, que ce soit dans vos actions ou dans vos relations. Dans cet épisode, on a exploré les différences subtiles et profondes entre perfectionnisme et rigidité. L'un ouvre, l'autre enferme. S'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Le perfectionnisme ouvre, la rigidité enferme. L'un est un mouvement d'élévation, l'autre une stratégie de défense. On a vu que derrière ces deux postures se cachent souvent des blessures d'enfance, des histoires intimes, des besoins non comblés. Mais si on arrive à transcender ces histoires, ces blessures, on peut transformer tout ça en force. Et notre mission, c'est pas de juger, c'est de comprendre afin de nous améliorer pour avoir des relations vraies, authentiques dans notre quotidien, pour se sentir en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est dans cette compréhension que naît la liberté d'être exigeant sans se rejeter, la liberté d'être rigoureux sans se figer, la liberté d'être en chemin, imparfait, mais profondément vivant. Personne ne vous demande d'être parfait, on vous demande juste d'être vous et d'aller vers une version de vous qui tend vers l'harmonie de vous-même avec vous-même et l'harmonie de vous-même avec les autres et avec le monde. Dans le prochain épisode, je vous propose d'aller encore plus loin dans ce chemin intérieur. On va parler d'estime de soi et de confiance en soi. Pourquoi ?
parce que ces deux notions aussi, elles sont souvent confondues. Mais elles façonnent également nos choix, nos relations, notre voix intérieure. On verra comment elles se construisent, comment elles interagissent avec nos blessures, et surtout comment on peut les nourrir, les réparer et les incarner. En attendant, je vous propose de faire le point avec vous-même. Est-ce que votre exigence vous grandit ou est-ce qu'elle vous enferme ? Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le liker, de le commenter, de le partager. C'est ce qui fait grandir la chaîne chaque jour. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne.